Émile Zola est certainement l'un des écrivains les plus illustres de son siècle, et encore aujourd'hui, il demeure actuel. Avec sa plume, il va décrire la nature de l'être humain au-delà des conditions d'existence sociale. Son roman Thérèse Raquin, publié en 1867, va être l'un des premiers ouvrages d'un courant qui va s'appeler plus tard le naturalisme. Le naturalisme. Qu'est-ce que le naturalisme? C'est un mouvement littéraire né dans le XIXe siècle, vers 1860 et 1890. Ce mouvement est né à cause de la réflexion d'un groupe d'auteurs. Ils étaient tous d'accord et ils ont créé des règles. Et en même temps, il a été créé l'école naturaliste. Son but est la description de mouvements réels, c'est-à-dire des phénomènes sociaux, naturels, etc. Surtout des mouvements ou des phénomènes qui peuvent s'expliquer à l'aide de la science et introduire des méthodes scientifiques et sociales dans les romans. Ces mouvements littéraires est caractérisé par la description ou la documentation d'une manière tellement minutieuse et précise des milieux sociaux pour décrire la réalité le plus fidèlement possible et en s'inspirant notamment de la méthode expérimentale du physiologiste Claude Bernard. Le chef de file du naturalisme est Émile Zola. Le mot naturalisme est employé pour la première fois par Zola en 1866. Ce mouvement est entendu surtout en Europe et en Afrique. Le terme est d'abord utilisé par la critique positiviste des phénomènes littéraires. Charles-Augustin Sainte-Beuve et Hippolyte Taine cherchent à découvrir les lois qui régissent la littérature. Taine soutient que la race, le milieu naturel, social et politique et le moment au cours duquel est créée une œuvre littéraire définissent ses traits spécifiques et son évolution. Dans une importante étude sur Balzac, publiée d'abord sous forme d'article en 1858, Taine qualifie ce romancier de naturalisme, en s'avançant sur le fait que dans son avant-propos à la comédie humaine, Balzac annonce vouloir écrire l'histoire naturelle de l'homme. Taine décrit le naturalisme comme intéressé par la description de toute force naturelle, indépendamment du beau et de l'idéal. Par la suite, le naturalisme est revendiqué par Émile Zola, qui lui donne son véritable sens littéraire et en fait une école romanesque visant à rassembler les écrivains de son époque. Comme il l'explique dans les préfaces de Thérèse Raquin, 1867, et surtout dans le roman expérimental, il est du devoir de la littérature de se faire scientifique. Je cite. J'en suis donc parvenu à ce point. Le roman expérimental est une conséquence de l'évolution scientifique du siècle. Il continue et complète la physiologie, qui elle-même s'appuie sur la chimie et la physique. Il substitue à l'étude de l'homme naturel, soumis aux lois psychochimiques et déterminé par les influences du milieu. Il est, en un mot, la littérature de notre âge, scientifique, comme la littérature classique et romantique a répondu à un âge scolastique et de théologie. Pour cela, il faut que la littérature applique la méthode mise en œuvre dans les sciences naturelles. S'inspirant de la médecine expérimentale, 1869 de Claude Bernard, Zola considère que le romancier
est fait d'un observateur et d'un expérimentateur, ni noblesse ni dignité. Je cite. L'observateur et l'expérimentateur sont les seuls qui travaillent à la puissance et au bonheur de l'homme, en les rendant peu à peu le maître de la nature. Il n'y a noblesse, ni dignité, ni beauté, ni moralité à ne pas avoir. À mentir, à prétendre qu'on est d'autant plus grand qu'on se ose davantage dans l'erreur et dans la confusion. Les seules œuvres grandes et morales sont les œuvres de vérité. Parler du naturalisme, c'est parler d'Émile Zola, car si Maupassant, Huysmans et même les frères Goncourt, Edmond et Jules sont inscrits dans ce courant, le naturalisme est initié par Zola, et il en est l'incarnation parfaite. Le naturalisme, c'est la production d'un roman expérimental. Écrire un roman expérimental, c'est faire une étude de l'homme à partir d'une méthode scientifique, l'expérience. Zola fut très influencé par les théories de Claude Bernard, considéré comme le fondateur de la méthode hypothético-déductive, que tous les lycéens en ont horreur. Observation, hypothèse, expérience, résultat, interprétation et conclusion. L'ambition du naturalisme. Convertir la littérature en une science capable d'étudier et analyser la nature de l'être humain et la société. De plus, ajouter un contexte physiologique et montrer le milieu où vit le protagoniste est l'une des raisons de son comportement. Comme un reflet de la réalité, le naturalisme s'intéresse particulièrement aux classes sociales défavorisées, par exemple les paysans, les ouvriers et les prostituées. Quelques procédés narratifs et caractéristiques du naturalisme. L'importance donnée aux descriptions. Dans les romans expérimentaux, Zola définit la description comme un état du milieu qui détermine et complète l'homme. L'emploi du vocabulaire technique, la focalisation externe, les discours indirects libres, déterminisme. L'homme est déterminé par son hérédité et par son environnement. Ainsi, la psychologie et les caractères des personnages peuvent s'expliquer par les lois de l'hérédité. Reprend le thème du réalisme et s'attache à prendre les milieux populaires, par exemple les ouvriers chez Zola, les paysans normands chez Maupassant. On va parler de l'influence de Claude Bernard et des autres auteurs naturalistes. Bernard est un physiologiste et médecin français. Il est à l'origine de la médecine expérimentale et de la notion d'homéostasie. Ses travaux et découvertes ont fait l'objet de nombreuses publications. Dans la seconde moitié du XIXe siècle, il définit la médecine expérimentale dans son célèbre ouvrage Introduction à l'étude de la médecine expérimentale publié en 1865. Cette œuvre de méthodologie scientifique est critiquée et en même temps acceptée par ses contemporains. Le monde de la littérature s'intéressait à ce livre par la clarté des explications, pourtant complexes, ont permis à Claude Bernard d'entrer à l'Académie française en 1868. Il est basé sur la méthode expérimentale. La médecine expérimentale comprend des hypothèses, des expériences, des raisonnements. Des auteurs naturalistes, on trouve Anatole Lebras. Il est un écrivain et un folkloriste français de langue bretonne.
mais n'a jamais écrit qu'en français. À Quimper, avec François-Marie Lucelle, un archiviste départemental, il collectait des chansons populaires bretonnes et ils sont publiés avec le titre Sonia. En faisant des enquêtes aux paysans et des marins de Bretagne, il collectait des chansons, contes et légendes populaires. Il publie notamment la légende de la mort chez les Bretons armoricains, les saints bretons d'après la tradition populaire et au pays des pardons. William Chapman, un poète, journaliste, traducteur et fonctionnaire du Canada. Il visite la France 2 fois et ses poèmes sont reçus avec enthousiasme. Il était lauréat de l'Académie française et officier d'instruction publique de France. En 1876, il fait paraître son premier recueil de poésie, Les Québécoises, écrit dans un style romantique, patriotique et conservateur. En 1904, avec son recueil Les Aspirations, poésie canadienne, il est couronné par l'Académie française et nommé officier de l'instruction publique. Joris Karl Huysmans, il est un écrivain et critique d'art français, connu comme naturaliste infidèle, parce qu'il était un défenseur du naturalisme à ses débuts. Il a collaboré au recueil Les Soirées de Médan, mais il s'éloigne de l'école littéraire créée par Émile Zola. Il s'approche au symbolisme et devient le principal représentant de l'esthétique. Par son œuvre de critique d'art en France, il aide à lancer la peinture impressionniste comme le mouvement du symbolisme, et cela permet au public de redécouvrir l'œuvre des artistes primitifs. Il est l'auteur de Au volo, À rebours, Là-bas et L'Oblat. Jules Breton, un peintre et poète français. Il peint des scènes de la vie des champs et prépare le terrain pour l'impressionnisme. De formation académique réaliste puis naturaliste, il est l'un des premiers peintres paysans. Il est aussi un écrivain connu dans son temps. Il publie plusieurs recueils de poèmes et des ouvrages sur la vie des peintres qu'il connaît. Il est la cible de critiques acerbes de la part de Baudelaire et d'Émile Zola. Il est influencé par le mouvement des idées sociales qui agitait la société de son temps. Il transpasse dans une œuvre le monde paysan. Ses poèmes et ses ouvrages de vulgarisation artistique imprégnés de réalisme social, mais critiqué par cela parce que Breton s'oppose à Manet. Dans ses mémoires La vie d'un artiste, il nous conte des anecdotes sur ses rapports avec ce maître. Alphonse Daudet est un écrivain et auteur dramatique français. Dans ses contes fantaisistes et ses romans de mœurs contemporaines, il montre toujours un certain réalisme. En 1869, il est devenu célèbre grâce à la publication des Lettres de Montmoulin. Cela va faire qu'il s'oriente vers la littérature naturaliste. Lettres de Montmoulin est connu comme un véritable travail de documentation avec une grande quantité de notes. Froment jeune et Risley aîné, c'est le premier roman qui marque cette évolution qui les rapproche du mouvement naturaliste de Zola. Dans Les Nababs, il décrit sa connaissance par rapport au milieu des affaires et de la politique. Émile Zola. Fils de François Zola et d'Émilie Zola, Émile Édouard Charles-Antoine Zola est né le 2 avril 1840 à Paris. 3 ans plus tard, ils vont déménager à Aix-en-Provence. En 1847, le petit Émile devient orphelin de son père. Après ça, la famille sera désormais dans la gêne matérielle. Pendant les années de sa jeunesse, il va entamer de l'amitié avec Paul Cézanne. La figure du peintre va être aussi présente parmi ses écrits, comme le personnage de Laurent dans Thérèse Raquin. Lors de ses 20 ans, après avoir échoué à son baccalauréat, lui et sa mère sont revenus à Paris. Quelle honte! On n'a jamais vu ça nulle part. Si, monsieur, on voit ça au Louvre, un petit con! Merci. Je vous ai vu et vous m'avez permis de vous embrasser. T'as pas envoyé ça? Tu veux que je t'en
t'en torche une, moi, comme tu dis. Je ferais ça. Ton grand succès, là, combien tu m'as vendu? Passe-moi. Oui, ça a bien marché. Si au lieu des meilleurs, la guerre nous avait débarrassés de tous les imbéciles. Heureusement qu'il en reste quelques-uns. Il a travaillé chez Hachette, d'abord comme commis, puis comme chef de publicité. À partir de 1866, il collabore à plusieurs journaux tels que Le Figaro, La Tribune et Gaulois, et fait de la critique littéraire et artistique. En 1865, Zola rencontre Gabrielle Alexandrine Mellet. Ils se marient le 31 mai 1870. Quelques années plus tard, à l'âge de 48 ans, il connaît Jeanne Rosero, une jeune femme avec qui il va constituer une famille parallèlement à son mariage. Ils vont élever 2 enfants, Denise et Jacques, reconnus après la mort d'Émile par son épouse Alexandrine Zola. Depuis les années 1860, il montre sa position politique contre le Second Empire. Sa lettre ouverte au président Félix Faure, intitulée « J'accuse », donne le signal de la campagne publique en faveur de la révision du procès du capitaine Dreyfus. Condamné pour diffamation, Zola choisit l'exil en Angleterre pour éviter l'incarcération. Puis, il est décédé en 1902 à Paris. Au début de son œuvre, Émile Zola part d'une inspiration romantique. En 1864, il publie Les Contaninons et un an plus tard, La Confession de Claude. Son roman Thérèse Raquin a été publié en 1867. La première esquisse de l'arbre généalogique de Rougon-Macquart démontre sa fascination pour les modèles biologiques. C'est ainsi que Zola prétend créer le roman expérimental d'après son intérêt par le travail de Claude Bernard et la médecine expérimentale. Il démontre aussi que la psychologie de l'homme est influencée par le milieu naturel dans lequel il vit. Dans les années à venir, son ouvrage L'Assommoir fait de lui un romancier reconnu et comblé, largement à l'aise financièrement. Par la suite, il va publier en 1880 Les Soirées de Médan. Celui-là comporte un recueil collectif de 6 nouvelles, toutes placées dans le cadre du conflit franco-allemand de 1870 à 1871. Il constitue un véritable réquisitoire antimilitariste. Il y a eu 5 autres auteurs qui ont collaboré aussi à la rédaction, dont Guy de Maupassant. Son célèbre roman Germinal va apparaître dans la scène publique à partir de 1885. Ce texte a été écrit en 1867 par Émile Zola. Ce texte, c'est un exemple excellent du roman naturaliste. Il contient environ 280 pages organisées en 32 chapitres. Le livre est le 3e roman d'Émile Zola qui est publié en feuilleton. Il s'agit d'une histoire qui se déroule entre 1860 et 1870 à Paris, plus exactement au bout de la rue Guénégaud, d'un amour passionnant entre 2 adultères qui sont prêts à tuer pour pouvoir continuer son aventure interdite. Ils vont permettre leur désir sexuel de terminer leur action, mais ils ne sauront pas assumer les conséquences. Cette histoire dure environ 10 ans. On remarque que l'auteur exprime la durée à l'aide des expressions comme les soirs, les mois, 8 jours après son mariage, etc. Mais l'histoire se déroule plus lentement au moment de l'arrivée des Laurent. L'auteur nous prend les paysages. Il fait une description tellement exhaustive des rues, les passages du Pont-Neuf, la mercerie, l'histoire de chaque personnage, le déroulement de la journée, les rencontres du jeudi. Cela exemplifie en fait des sociétés à travers de son roman et fait valider sa théorie naturaliste. Les actions des personnages sont produits de leur déterministe. Les personnages sont Madame Raquin, la mère de Camille et la tante de Thérèse, une ancienne de 60 ans. Cette femme est la représentation de la maternité. Tout le temps attachée à son fils, cherche à prendre soin de lui, avec un caractère manipulateur, fait marier Camille et Thérèse par intérêt. Son seul intérêt est son fils. Au moment de sa mort, elle ne sait rien quoi faire. Par la douleur et l'angoisse, elle devient paralysée et muette.
Après, elle se rend compte de la vérité. Elle essayera en vain d'informer la vérité, mais à la fin, elle contemple la victoire au moment du suicide de Laurent et Thérèse. Après, on trouve Camille, qui est le fils de Madame Racan et le mari et le cousin de Thérèse. De son enfance, il est toujours malade. Il dépendait de sa mère et de Thérèse. Il est décrit comme un homme petit et maigre. Son apparence provoque le mécontentement de Thérèse. Il est égoïste et ignorant par la surprotection de sa mère, paresseux, mais avec l'ambition de gagner de l'argent, sans écouter l'opinion des autres. Peu importe sa maladie, il veut prendre sa position de chef de famille. Thérèse est la fille d'un capitaine français qui était en Algérie et d'une indigène. Elle a un tempérament nerveux, vu comme hystérique et soumise à son mari et cousin Camille. Soumise aussi à sa tante, la personne qui a pris soin d'elle comme une mère. La représentation d'une femme soumise. Écoute sa tante, son époux, ne parle pas, elle obéit. La description de ces traits montre son mécontentement. Vivre sa vie en répétition. Mais son caractère change quand elle trouve une personne complètement différente à son époux, et sa nature change. Elle est courageuse et n'a pas peur. Une femme passionnante. On remarque qu'elle semble plus heureuse. On trouve Laurent, qui est le fils du père Laurent et un ami d'enfance de Camille. Plus tard, il devient l'amant de Thérèse. Son apparence et sa personnalité est dans tous les sens l'opposé de Camille. Un homme qui a un physique de gaillard, un homme fort qui fait Thérèse tomber dans la passion de l'amour. L'auteur montre les besoins des paysans à travers du personnage de Laurent, les femmes et la nourriture, et montre qu'il est un animal. Il fera des actions peu importe les conséquences pour obtenir ce qu'il veut. Par exemple, tuer Camille pour être avec Thérèse. Les thèmes présents dans le roman. L'on pourrait dégager plusieurs thèmes dans un si riche ouvrage. Nous allons en citer quelques-uns. Tout d'abord, le mariage de raison. Même si Thérèse et Camille sont grandis ensemble, presque comme frères et sœurs, ils ont dû se marier car Madame Raquin leur a demandé de le faire. Voici une citation du texte. Madame Raquin regardait ses enfants avec une bonté sereine. Elle avait résolu de les marier ensemble. Elle traitait toujours son fils en moribond, et tremblait lorsque venait à songer qu'il mourrait un jour et qu'elle le laisserait seul et souffrant. Alors elle comptait sur Thérèse. Elle se disait que la jeune fille serait une garde vigilante auprès de Camille. Après dans l'histoire, Thérèse allait se marier avec Laurent. Comme les jeunes gens étaient près l'un de l'autre, échangeaient quelques mots. Michaud, qui les regardait, se pencha et dit tout bas à la vieille mercière, en lui montrant Laurent. « Tenez, voilà le mari qu'il faut à votre nièce. Arrangez vite ce mariage. Nous vous aiderons s'il est nécessaire. » L'adultère qu'il y avait entre Thérèse et Laurent. L'homicide, c'est-à-dire le meurtre fait par Laurent et Thérèse. La paranoïa. Tous les deux avaient toujours en tête le fantôme de Camille. Voici une citation. Le spectre de Camille venait de s'asseoir entre les nouveaux époux, en face du feu qui flambait. Thérèse et Laurent retrouvaient la senteur froide et humide du noyer dans l'air chaud qu'ils respiraient. Ils se disaient qu'un cadavre était là, près d'eux, et ils s'examinaient l'un à l'autre sans oser bouger. Alors toute la terrible histoire de leur crime se déroula au fond de leur mémoire. Le suicide. Laurent avait mis dans le verre d'eau sucrée de Thérèse de l'acide prussique. Mais pour mettre fin à leur souffrance en commun, ils l'ont pris ensemble. Thérèse prit le verre, le vida à moitié et le teignit à Laurent,
qu'il acheva d'entrer. Ce fut un éclair. Ils tombèrent l'un sur l'autre, foudroyés, trouvant enfin une consolation dans la mort. La bouche de la jeune femme alla heurter, sur le cou de son mari, la cicatrice qu'avaient laissée les dents de Camille. C'est le moment de parler proprement du livre. Nous avons choisi de diviser cette partie de la présentation en 3 étapes. Premièrement, on va expliquer quel était le point de vue de l'auteur lorsqu'il a écrit le livre. Deuxièmement, on va parler des exemples tirés du texte qui vont nous aider à illustrer les caractéristiques d'un roman naturaliste. Et finalement, ce qu'on va faire, c'est parler du symbolisme que nous avons trouvé dans Thérèse Raquin. Allons-y. Pour la bonne compréhension du roman, on pense que c'est important de comprendre l'explication donnée par l'auteur. Donc, d'abord, il faut définir 2 concepts qui appartiennent à la psychologie. On parle du tempérament et du caractère. Le tempérament s'agit des aspects de notre personnalité qui nous ont été donnés depuis la naissance. C'est-à-dire que c'est hérité, c'est dans la génétique, et on dit que l'on ne peut pas les modifier. On peut peut-être les contrôler, mais on ne peut pas les changer. Tandis que le caractère fait référence aux traits de la personnalité que nous pouvons apprendre, acquérir et que surtout nous pouvons modifier. Émile Zola explique cela dans l'introduction de la 2e édition de Thérèse Raquin. Je vais reprendre ces paroles. Dans Thérèse Raquin, j'ai voulu étudier des tempéraments et non des caractères. Là est le livre entier. J'ai choisi des personnages souverainement dominés par leurs nerfs et leur sang. Dominés par leurs nerfs et leur sang. Oui, c'est exactement ça, c'est ce qu'on va trouver tout au long de l'histoire. Également, il faut ajouter un autre concept, le déterminisme. On l'a déjà mentionné, mais je vous rappelle qu'il s'agit de la théorie qui explique que le comportement est déterminé par des facteurs de l'environnement, c'est-à-dire la nature. C'est essentiel de tenir en compte tous ces concepts au moment de lire ce texte, non seulement parce que l'auteur a voulu les analyser et les expliquer, mais aussi car c'est nécessaire pour comprendre l'argument de l'histoire. On peut bien exemplifier ceci avec cet extrait tiré des pages 93, 97 et 98. La nature et les circonstances semblaient avoir fait cette femme pour cet homme et les avoir poussés l'un vers l'autre. À eux deux, la femme nerveuse et hypocrite, l'homme sanguin et vivant en brute, ils faisaient un couple puissamment lié. Là, on peut notamment regarder comment le déterminisme résulte essentiel pour la compréhension de l'histoire. Maintenant, lisons un autre extrait. Une passion de sang avait couvé dans ses muscles, maintenant qu'on lui retirait son amante. Cette passion éclatait avec une violence aveugle. Il aimait à la rage. Tout semblait inconscient dans cette florissante nature de brute. Il obéissait à des instincts. Il se laissait conduire par les volontés de son organisme. Voilà justement ce qu'Émile Zola nous a voulu expliquer. Les personnages sont totalement dominés par leurs désirs. Leur tempérament est plus fort qu'eux et ils ne peuvent pas le changer. On est sûr qu'ici, on voit leur tempérament et non pas leur caractère, parce que précisément, on les voit se comporter d'une façon qui ne va pas avec leur personnalité habituelle. Voyons par exemple le cas de Laurent.
Il aurait ri aux éclats un an auparavant si on lui avait dit qu'il serait l'esclave d'une femme au point de compromettre ses tranquillités. Et il avait appris à être malin avec les femmes, et il semblait être un don Juan. C'était son caractère, mais à cause de son tempérament, il est devenu, voyons, un esclave d'une femme. Et pour finir, parlons de Thérèse, qui avait un caractère très calme, triste et timide, mais son tempérament était différent. La jeune femme semblait se plaire à l'audace et à l'imprudence. Elle n'avait pas une hésitation, pas une peur. Elle se jetait dans l'adultère avec une sorte de franchise énergique, bravant les périls, mettant une sorte de vanité à l'épreuve. Passons maintenant à parler d'autres caractéristiques du naturalisme trouvées dans les textes. Et attention, cette scène contient peut-être des spoilers pour quelques-uns parmi vous, mais il le faut. Plus de 15 mois se sont passés depuis les jours de l'homicide, mais les souvenirs de Camille restent toujours intacts dans la tête de Laurent. Nous pouvons observer ceci lorsque le souvenir de l'assassinat revient en forme de répétitif et intense cauchemar qui cause à Laurent une immense peur et agonie. Laurent, terrifié, n'arrive pas à comprendre qu'est-ce qui lui arrive. Laurent luttait pour rester calme et pouvoir dormir, mais la peur qu'il ressentait était plus forte que lui. Laurent avait l'impression de ne pas être seul. Il entendait des bruits. Il a cru vraiment que le lit bougeait. Il voyait l'horrible visage de Camille une et autre fois. Il n'avait jamais été peureux et ne pouvait s'expliquer cette crise subite de terreur. Que se passait-il? Était-il en train de se faire harceler par les fantômes de Camille? Négatif, puisque c'est un texte naturaliste. L'explication des phénomènes qui provoquaient la peur à Laurent est pleinement scientifique. D'abord, on voit que le personnage se met dans un état de conscience altéré et agité, avant de subir une série de moments épouvantables. On sait que ceci, c'est une stratégie employée dans d'autres genres littéraires, par exemple le fantastique. Cependant, il ne faut pas les confondre. Troubler les facultés mentales du personnage pour lui faire avoir une expérience surnaturelle n'est pas le but dans ce roman. Au contraire, l'idée c'est d'utiliser la condition d'ivresse pour souligner une caractéristique propre du naturalisme, celle de regarder un phénomène d'un point de vue scientifique afin de lui donner une explication réelle et logique. C'est ainsi qu'à un moment donné, Laurent accepte le fait qu'il n'y a pas personne d'autre avec lui dans son chambre et que le lit ne bouge pas, et il arrive à conclure le suivant. J'ai eu tort de boire chez ce marchand de vin, pensait-il. Je ne sais pas ce que j'ai cette nuit. Camille n'était pas présente alors comme un fantôme, sinon comme l'horrible souvenir d'un corps pourri que malheureusement pour Laurent était désormais associé à l'image de la belle et jeune Thérèse. Donc, l'horreur dont Laurent était victime est justifiée par un désordre dans le fonctionnement régulier de son cerveau provoqué par l'effet de l'alcool sur son système nerveux. Lisons l'explication de l'auteur. On peut justifier ça avec l'opinion de l'auteur. Lisons. Ce que j'ai été obligé d'appeler le remords consiste
un ensemble désordre organique et une rébellion du système nerveux tendu à se rompre. L'âme est parfaitement absente, j'en conviens aisément, puisque je l'ai voulu ainsi. Passons à expliquer le symbolisme de la morsure. Rappelons que dans un texte naturaliste, appliquer la rigidité des méthodes scientifiques pour expliquer l'homme et le monde qui l'entoure, c'est le but principal. C'est-à-dire comment que si la science ne peut pas décrire les phénomènes surnaturels, il n'y aura pas de place pour les fantômes dans cette histoire. Mais est-ce que ça veut dire que Camille est partie pour de bonnes? Est-ce qu'elle est incapable de faire une apparition après sa mort? Non. Si bien le fantôme de Camille n'existe que dans la tête de Laurent, ça ne veut pas dire qu'il soit complètement absent. On trouve qu'il a un symbole très important pour représenter que Camille est encore là. Quel est le symbole dont on parle? C'est la morsure dans le cul de Laurent. Rappelons-nous que lorsqu'il se battait à bord de la petite barque qu'il est transporté sur la Seine, Camille a mordu à Laurent dans le cul. Il l'a mordu si fort qu'il lui a arraché un morceau de sa chair. L'effort de Camille a été inutile, ça n'a pas suffi pour sauver sa vie. Cependant, cette morsure deviendra la pire malédiction pour Laurent. Selon l'histoire, malgré l'immense douleur que lui provoque la morsure de Camille, Laurent était sûr que la cicatrice allait disparaître en quelques jours. Après plus de 15 mois, la cicatrice est toujours là, et l'insupportable douleur revient de temps en temps, spécialement quand Laurent se souvient de Camille et de son crime. C'est un symbole vu qu'il veut représenter que Camille est encore en train de mordre le cul Laurent. C'est pourquoi la cicatrice ne disparaît pas. Camille l'avait mordu pour ne jamais le laisser s'échapper. On a fait une petite comparaison pour nous aider à justifier pourquoi la morsure symbolise l'assassinat de Camille. D'abord, on sait bien que l'assassinat de Camille était un énorme secret, mais un autre grand secret qui gardait Laurent, c'était justement la morsure qu'il avait dans le cou. En fait, la deuxième similitude qu'on veut signaler, c'est que personne, à l'exception de Thérèse, savait que Laurent avait été mordu par Camille. Justement, comme Thérèse était la seule personne qui savait que Laurent avait tué Camille. Ensuite, nous savons que Laurent croyait que la cicatrice allait disparaître en quelques jours. Toutefois, il se trompait. La cicatrice et les souvenirs de son crime sont restés dans son corps et dans sa tête jusqu'à sa mort. Et finalement, on voit une relation entre la cicatrice qui brûle le cou de Laurent et le souvenir d'un crime qui torture la pensée de Laurent. Émile Zola est un homme en haine, en lutte. Tout au long de sa vie, ce personnage dramatique a survécu toutes sortes d'épreuves, sachant apercevoir la beauté de l'existence humaine, mais surtout des aspects encore plus crus et plus réels. Il a réussi à développer un tout nouveau courant littéraire, le naturalisme. Mais il n'aurait pas pu le faire toute seule. En effet, il a travaillé à côté d'autres grands esprits tels que Guy de Maupassant, Paul Cézanne, Jory Huysmans, Henri Séart, Léon Henig et Paul Alexis. À côté de ce maître de la littérature, nous les lecteurs prenons le bistouri comme un chirurgien et nous mettons dans les mœurs les plus obscures de la nature humaine. L'égoïsme, l'hypocrisie est convoité tellement jusqu'au point de tuer un autre homme. C'est sûr que cette œuvre littéraire va nous permettre de regarder le monde autrement.